Côte-Nord. Donc, j'ai été recruté il y a de cela 4 mois. Je suis le tout nouveau au sein du pôle économie sociale. Donc, sans pour autant tarder, je vais expliquer un peu la portée de ces plénières qui vont s'échelonner tout au courant de l'année. Donc, les Midi Explorateurs, c'est un rendez-vous, le partage de savoir-faire, mais aussi d'expérience sur des réflexions qui sont en lien avec le développement des communautés et plus particulièrement en lien avec l'économie sociale. Donc, c'est des séances qui vont durer 1 heure, entre midi et 3 heures, midi et 1 heure, donc histoire de joindre l'utile à l'agréable. Donc, pendant une heure d'horloge, des thématiques qui sont en rapport avec l'économie sociale seront explorées, débattues, mais aussi élucidées par des experts en vue de partager des connaissances sur des questionnements au grand intérêt du public. Donc, le temps est donné pour aujourd'hui. Sans pour autant tarder, je vais passer la parole à Adam Debian, qui est le coordonnateur du pôle économie sociale, qui va nous expliquer les consignes de la rencontre. Merci. Merci Ousmane. Bienvenue tout le monde à cette première des midis exploratoires du pôle économie sociale de la Côte-Nord. Quelques petites consignes, s'il vous plaît, bien évidemment, gardez vos micros fermés si vous n'intervenez pas. Par la suite, si possible, vous pouvez ouvrir vos caméras. C'est toujours le fun d'avoir des visages avec qui échanger. Donc, vous pouvez mettre vos caméras en ouverture, mais vous pouvez également les laisser fermer. Pour intervenir, bien, deux façons. Vous pouvez lever la main avec les outils du Zoom ou sinon écrire directement vos questions dans le chat. Mon collègue Ousmane va prendre les questions en note, puis éventuellement, on va pouvoir les transmettre à nos invités du jour. Donc, au programme aujourd'hui, transition écologique, on se lance. Oui, ici, l'enregistrement, pas l'enregistrement, mais le Midi exploratoire d'aujourd'hui est enregistré, donc, mais si ça ne vous dérange pas, je pense que non, mais sinon, juste pour vous avertir. C'est quoi juste une transition écologique? Concrètement, ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut contribuer à son développement et à y participer? Au-delà de vouloir faire sa part, quels sont les financements disponibles pour nos entreprises, principalement nos entreprises d'économie sociale aujourd'hui, mais ça s'adresse également à toute forme d'entreprise, que ce soit privée ou communautaire ou autre. On a comme invité aujourd'hui, on a M. Vincent Carbonnet, qui est agent du fonds Éco-Leader pour le territoire nord-côtier à Environnement Côte-Nord. Bonjour Vincent. Bonjour Adam, c'est bien ça. On a M. Guillaume Ouellette de paramédic et conseiller en développement durable de la coop des paramédics de l'Outaouais. Bonjour Guillaume. Bonjour tout le monde. On a Mme Andréane Béliveau, directrice des opérations à Moisson-Estrie. Bonjour tout le monde. Bonjour Andréane. Donc, on se lance. Oui, on se lance. On va commencer avec Mme Andréane. Parlez-nous un peu de votre organisme et votre démarche. Qu'est-ce qui vous a apporté à faire cette démarche à Moisson-Estrie? Dans le fond, nous, on est une banque alimentaire régionale là, située en Estrie. On dessert une 50aine d'organismes, on a une cuisine de transformation, puis on fait aussi du dépannage là, directement à la clientèle. Donc, en termes là, de kilos, on est à près d'1 million de kilos là, amassés en nourriture par année. Donc, c'est quand même un gros volume. La démarche environnementale, je dirais qu'elle faisait déjà partie de la culture de l'organisation de par notre mission, de reprendre la nourriture qui normalement serait jetée pour la redistribuer aux gens qui sont dans le besoin. Mais à la fin 2019, on a
On a quelqu'un de chez Adair, là, qui est une firme là, de conseillers, qui nous ont approchés pour nous dire qu'on serait peut-être admissible là, pour le fonds Éco-Leader, de voir ça collait à notre mission, puis de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux dans notre organisation. Vous vous en doutez sûrement, avec la quantité de nourriture qui entre ici, qui est déjà en fin de vie, c'est sûr qu'on essaie de la récupérer au maximum, mais on a quand même des pertes là, qui sont importantes. Fait que nous, c'était vraiment la gestion des matières résiduelles, surtout des matières organiques, qui était notre enjeu. Donc, on a la personne qui est venue nous aider ici chez Moisson Estrie, elle a été avec nous pendant 1 an, à titre d'une ou 2 journées par semaine, mais vraiment pour structurer la façon de pouvoir se libérer de ces matières-là. Dans le passé, il y avait des producteurs agricoles qui venaient chercher nos surplus, qui repartaient avec notre compost, dans le fond, pour le donner souvent là, à des porcs. Mais au niveau de la manutention, ça n'avait pas d'allure, là. On est en train de perdre des ressources humaines très précieuses parce qu'il y avait beaucoup de manutention très désagréable. Fait qu'on a travaillé fort là-dessus pour voir c'est quoi qui était le mieux pour nous. Puis finalement, ça a été du compost là, au privé parce que notre municipalité n'offre pas là, la cueillette de compost à grande échelle. Sherbrooke est dans un projet pilote, ça devrait là, déboucher d'ici 2025, mais nous, on ne pouvait plus attendre, fait qu'on a revu là, notre structure financière pour voir comment qu'on pouvait se libérer de ce compost-là. Fait que c'est ça, c'est pas mal, c'est pas mal notre gestion. Ce compost-là est utilisé par qui? En ce moment? Oui, c'est qui Nous, c'est Sani Estrie. Sani Estrie qui viennent chercher notre compost. Puis c'est déjà eux qui venaient chercher notre carton puis notre recyclage, là, vu le gros volume. Fait qu'on on a réussi à avoir un beau partenariat avec eux. Puis en même temps, avec le lien direct, ça nous permettait de voir, tu sais, il s'en allait où notre compost, là, parce qu'on voulait pas que finalement, on fasse l'effort de le composter puis que ça se retrouve au site d'enfouissement. Fait que là, on a la certitude que ça s'en va au bon endroit. C'est sûr qu'il y a des frais qui sont attachés à ça, mais nous, c'est un enjeu de sécurité et de ressources humaines. Fait qu'on a choisi là, que ce serait une dépense qui était favorable à l'organisation. Que c'est vraiment revalorisé complètement. Oui, c'est ça. Puis, on essaie quand même de diminuer nos pertes au maximum là, depuis qu'on a eu l'accompagnement de la personne là, de chez Adair. Ça nous a permis de réduire jusqu'à ce jour de 3 % de nos pertes. Fait que, tu sais, 3 % c'est un petit pourcentage, mais sur 1 million de kilos, c'est quand même une bonne quantité de nourriture là, qui s'en va pas non plus au compost. Fait qu'on a revu nos façons de trier, on a revu nos façons d'éduquer les bénévoles, de dire, ben, tu sais, le poivron qui est un peu poqué, ben, t'es pas obligé de le mettre au compost déjà, on peut l'arranger, Fait qu'il y a beaucoup d'éducation qui est faite aussi auprès du personnel. Puis, comme tout changement, ben, il y a des habitudes qui sont à changer, mais on y va vraiment à petits pas. On se fixe des objectifs, puis on essaie là, de les suivre. Ce qui nous a aidé aussi, c'est d'avoir un plan qui a été fait par cette personne-là qui était à l'externe, qui a pris du temps pour nous aider à structurer, fait que ça ne se retrouvait pas dans ma cour du quotidien de faire, ben là, il faut que OK, comment je fais pour faire un plan de développement durable pour 5 ans, tu sais? Fait que, il dit aller à petite bouchée, je pense que ça a vraiment été ça là, qui a fait que ça a été une réussite dans notre cas là, jusqu'à maintenant. Ouais. Et toi, Guillaume, du côté de la coopérative paramédic? J'ai une petite question pour Andréane d'abord. Je ne sais pas si je peux intervenir. Ah oui, tu peux intervenir. Oui, mais ça. Salut, maman. Dans le fond, c'est ça. Est-ce qu'il y avait, tu disais qu'il y avait des habitudes à changer, des pratiques à adapter. Est-ce qu'il y avait aussi l'achat de nouveaux équipements ou est-ce que c'était uniquement des pratiques de ressources humaines à adapter? Il y a eu des achats d'équipements, je vous dirais surtout au niveau du tri. Je pense que un des conseils super de base, mais très, tu sais, qu'on prend pour acquis, c'est de jamais avoir une poubelle isolée. Parce que ça fait en sorte que l'humain, il va au plus facile. Donc, s'il y a une poubelle qui est toute seule, ben, dans un air, que ça aille au recyclage, au compost, ça se retrouvait quand même à la poubelle. Fait qu'on a acheté des contenants pour qu'à chaque endroit où est-ce qu'il y a des déchets, ce soit
dans le fond, le recyclage, le compost et les déchets ultimes qui se retrouvent. Fait que ça a été un petit ajout d'équipement, mais qui a fait quand même une grande différence. Sinon, il y a l'allocation des conteneurs, évidemment, là, qui est en lien, puis l'aménagement de cet espace-là pour mettre les conteneurs de compost. Mais tu sais, on est un OSBL, fait qu'on limite au minimum là, nos dépenses. Fait qu'on est vraiment allé avec ce qu'on avait sous la main pour essayer de se structurer. Je vous dirais qu'il y a les sacs de recyclage qui sont un achat qu'on ne faisait pas avant, mais vu la grande quantité là, de choses qu'on a à amener à l'extérieur, c'est une des seules choses qu'on a achetées. Dans le fond, les sacs pour améliorer notre gestion des matières, mais sinon, c'est quand même des choses qu'on a réussi à faire à l'interne. Là. Ouais. C'est bon. C'est très bien, merci. Ça te va, Vincent? Oui. J'avais une question. Oui. OK. Je demandais comment se fait le tri et la récolte du compost. Parce que je pose la question parce que moi, quand j'étais étudiant, je travaillais dans un centre commercial à Québec. Tout le temps, parce que j'étais à la foire alimentaire, donc j'étais chargé à la fin de la journée de collecter les déchets. Mais je voyais que le triage ne se faisait pas très bien. C'est les citoyens, ils ne faisaient pas le tri des produits qui devaient aller au compost, des autres qui allaient aller pour le recyclage. Je me disais, ben, comment ça allait se faire au niveau du grand triage? Si on voit que euh, au niveau du triage dans le centre commercial, ça ne se faisait pas bien. Comment ça se fait de votre côté? En fait, on a un mini programme de formation. Donc, tous les bénévoles qui arrivent sont formés dans notre développement durable moissonnier. Puis, chaque responsable de plateau est aussi formé 2 fois par année pour voir, OK, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien. Là, on est en processus pour faire de l'affichage aux îloteries pour aider les gens, parce que les gens ont la volonté de le faire, mais ils savent pas nécessairement comment le faire. Puis sinon, 2 fois par année, on fait une mini caractérisation. Fait qu'on garde toutes les poubelles recyclage qu'on pose la journée. Puis là, on se fait un beau setup là, dans l'entrepôt. On fouille dans les poubelles, puis on regarde, OK, c'est quoi qui n'est pas compris? Il y a des choses qui sont récurrentes. Fait on fait ça 2 fois par année. Puis là, c'est la 3e fois qu'on le fait. Là, puis on voit de l'amélioration, mais il y a encore des choses que c'est pas clair. Fait que là, on se concentre sur ces éléments-là, en fait, là, qui sont pas clairs pour essayer d'éduquer le plus possible les gens. L'avantage, c'est qu'on a beaucoup de gens qui transigent par ici, mais c'est des gens qui reviennent à chaque semaine. Donc, ça nous permet là, d'éduquer les personnes de façon plus durable là, dans le temps. Merci. On passe à Guillaume un petit peu. Donc, bonjour. Dans le fond, c'est ça. Moi, je suis paramédic à la coopérative des paramédics de l'Outaouais. Ça comporte 250 membres, pas seulement des paramédics, mais d'employés de soutien, d'administration, tout ça. Puis nous, on couvre un territoire là, d'environ 33 000 pieds carrés, qui est l'Outaouais au complet. Ça reflète aussi une trentaine de mille environ d'appels par année. On a des installations dans chaque région, des sous-régions de l'Outaouais. Ça se résume en fait en 12 casernes, dont le quartier général. Puis, dans le fond, notre nerf de guerre, c'est la consommation d'énergie, parce qu'on prévoyait faire un agrandissement de 17 000 pieds carrés, étant donné qu'on a besoin de plus de véhicules pour offrir un service à la population. Donc, c'est ça, on a fait faire un audit énergétique pour avoir des recommandations, quoi faire, puis tout ça. On a aussi commencé à faire la conversion de nos véhicules à biénergie, soit essence et propane, qui nous donnait, dans le fond, un gain au niveau des gaz à effet de serre. On avait environ 30 % de moins d'émissions de gaz à effet de serre avec cette conversion-là.
Puis là, ben, pour revenir justement à l'audit énergétique, ben, la compagnie Gamma, qui est une firme d'ingénierie justement en consommation énergétique, nous a fait un rapport, puis nous a établi 12 points qu'on pouvait améliorer point de vue de consommation énergétique. Donc, nous, on a établi, là, selon le rapport, c'est qu'on sauverait environ 189 373 kW par an si on faisait, dans le fond, toutes les recommandations. Après ça, en gaz naturel aussi, parce qu'au niveau du chauffage, on prend du gaz naturel. Ça serait 26 490 mètres cubes qu'on sauverait. Pour finalement là, des économies annuelles là, en énergie, autant gaz qu'électricité, de 25 417 $. C'est tout des estimés. L'audit énergétique là, a été fait en 2020, donc c'était des comparables 2020-2019. Ça date un peu, mais c'est quand même, c'est ça. Puis, selon le rapport aussi, on pouvait, bien, c'est sûr que ça engendre des dépenses. Ça engendrait là, environ 291 000 de dépenses pour se conformer aux 12 points. Sauf qu'avec tous les plans qu'on a là, justement au Québec, là, on pouvait aller soutirer environ 115 000 de ces dépenses-là, qui pouvaient être financées là, par différents organismes québécois, entre autres Hydro-Québec, puis ces choses-là. Puis, dans le fond, là, un retour sur notre investissement était fait en dedans de 10 ans, soit 9,2 ans exactement. Là. Donc, c'est sûr qu'on a commencé là, à faire le changement de certaines technologies, mais l'agrandissement en tant que tel, lui, a été mis sur la glace. On connaît les coûts qui ont augmenté de façon exponentielle en raison de la pandémie. Donc, c'est sûr que, point de vue agrandissement, c'est un peu sur la glace, mais on a quand même commencé les changements d'unités de chauffage et ces choses-là par souci, là, justement, d'économiser et d'être moins énergivore. Tu nous parlais l'autre fois, quand on a discuté justement du système de chauffage, que vous utilisiez 2 systèmes, puis ils étaient toujours au maximum de leur capacité, les deux, oui. puis vous interchangez des fois pour... Bien, c'est ça, on avait 2 chaudières de chauffage là, qui étaient 400 000 BTU, si je ne me trompe pas. Puis on a fait le changement de ces 2 unités-là, dans le fond, qui chacune fonctionnait à plein régime de façon en alternance. Puis on a changé là, pour quelque chose qui est 1 million de BTU. Puis là, bien, c'est sûr que c'est ça que je disais, là, c'est des données qui datent du début de l'hiver, donc nécessairement, ce n'était pas les plus gros froids, mais à ce moment-là, la chaudière qu'on utilisait, qu'on venait d'installer, fonctionnait à 6 de sa capacité. Donc, on était beaucoup moins énergivore en électricité puis en consommation de toutes sortes d'énergie. Oui, effectivement. Monsieur Vincent. Oui, ben, j'avais d'abord une première question. Je vais parler du fonds Éco-Leader juste après. J'avais une question pour Guillaume. Ça rejoint un petit peu la question que j'avais pour Andréane aussi. Tu nous as parlé là, des 12 mesures qui avaient été recommandées par l'expert énergétique. Il y avait des changements d'équipement dont tu nous as parlé. Est-ce qu'il y avait aussi des nouveaux comportements ou des pratiques je pense à, par exemple, votre porte qui ouvre et qui sort, qui ouvre et qui ferme pour laisser rentrer, sortir les véhicules. Ça aussi, il y avait des changements de pratique au niveau des ressources humaines qui avaient été recommandés? Concrètement, pour les portes, ben, c'est sûr que nous, c'est sûr qu'ils font des recommandations, mais c'est dur pour nous de s'adapter. Il faut quand même que les camions sortent pour quand ils commencent leur corps de travail, puis les camions reviennent aussi. Donc, c'est sûr que on n'a pas pu nécessairement, j'ai pas vu nécessairement de changement par rapport à ça. Mais je sais que pour la plupart, là, pour juste donner un exemple, ben, le camion, si l'équipe revient manger au quartier général, les camions peuvent rester à l'extérieur. C'est sûr que, dans le fond, l'hiver, ben, les camions n'ont pas le choix de continuer à rouler à l'extérieur parce qu'on a des médicaments à l'intérieur qu'il ne faut pas qu'ils gèlent.
entre autres. Les radiocommunications aussi, il faut qu'ils soient toujours activés. Donc, ça, c'est des choses qui font vider les batteries. C'est sûr qu'il reste encore du travail à faire sur nos véhicules par rapport à, je sais que dans d'autres compagnies, il se fait des panneaux solaires sur les véhicules, justement. Donc, quand les véhicules sont sur des points de service, ben, les batteries se rechargent avec les panneaux solaires, donc ils n'ont pas besoin d'être en marche pour tenir les batteries en charge. Pour ce volet-là, par exemple, on n'a pas, c'est ça, comme je disais, on n'a pas vraiment continué là, dans cette avenue-là, mais c'est des choses qui vont être regardées éventuellement, ça c'est certain. Parfait. Puis, dans le fond, je vais prendre quelques minutes pour présenter le Fonds EcoLeader. Vous avez compris, le Fonds EcoLeader est un programme qui a supporté la coop des paramédics de l'Outaouais et Moisson Estrie dans leur démarche environnementale. Les deux organismes ont à un moment donné fait appel à un expert en gestion des matières résiduelles pour Moisson Estrie, puis un expert en efficacité énergétique et ingénierie énergétique là, pour la coop des paramédics de l'Outaouais. Puis c'est l'accompagnement d'un expert est souvent, permet souvent à un organisme ou une entreprise, disons, de vraiment passer à une autre étape quand il s'agit de mettre en place un projet qui va améliorer les opérations, qui va aussi, dans ce cas-ci, avoir des retombées environnementales intéressantes. Donc, le Fonds EcoLeader, c'est typiquement les projets qui visent à soutenir. Donc, dès qu'une entreprise souhaite travailler avec un expert, c'est jusqu'à 75% des dépenses qui sont pris en charge. Puis, c'est souvent en amont des projets. Donc, on voit que l'entreprise se retrouve à un moment où elle veut soit agrandir, ou elle ne le voit pas tout à fait clair, ou elle manque de temps ou d'expertise pour aller de l'avant. Et souvent, c'est ça, l'embauche d'un expert peut faire une différence, soit ponctuellement, peut-être comme c'était le cas du côté de la coop des paramédics, en faisant une étude et en remettant un rapport. Parfois, ça peut vraiment s'installer dans la durée. Là. Andréane parlait d'un accompagnement pendant 1 an. Il y a parfois, notamment au niveau de la formation des employés, où il y a des choses qui sont installées plus en profondeur. Donc, voilà, l'objectif du témoignage de ces deux entreprises-là, c'était de montrer comment est-ce qu'on peut faire passer certains projets vraiment à un autre niveau, avec des retombées quand même intéressantes, à la fois environnementales et économiques. J'ai une question. Qu'est-ce que ça peut représenter financièrement pour une organisation, disons, que veut développer justement, être en préparation pour des rénovations ou autres, puis elle veut faire un plan vraiment. Qu'est-ce que ça peut représenter comme investissement, sachant que le Fonds EcoLeader peut répondre jusqu'à 75% du mandat là, de l'expert. Qu'est-ce que ça représente, grosso modo? Je peux parler de ce qui est admissible au programme. Les projets qui sont plus à caractère pratique de gestion, pratique éco-responsable, comme c'est peut-être plus le cas chez Moisson Estrie, on peut financer jusqu'à 40 000 $. Pour des projets plus d'acquisition de technologies propres, donc l'acquisition d'équipements. Donc ça, c'est plutôt le cas de la coop des paramédics, où on a changé des unités de chauffage, fait des modifications au niveau des véhicules aussi. Là, on peut aller jusqu'à 60 000 $. Évidemment, ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Je ne sais pas si Guillaume et Andréane ont les montants en tête de ce qu'avait coûté l'expertise ou l'audit énergétique dans le cas de la coop, puis l'accompagnement en GMR pour Moisson Estrie.
Ben, pour la coopérative des paramédics, là, nous, c'est sûr qu'on avait fait faire un appel d'offres qui avait été fait par la SADC. On a été avec une entreprise qui offrait quelque chose de plus complet versus le montant un peu moindre. Donc, on avait été avec l'entreprise Gamma qui nous avait chargé, si je ne me trompe pas, quelques 13 000 pour l'audit énergétique complet. Puis ça avait été financé à l'ordre de 50 % par les fonds EcoLeader. Donc, grosso modo, là, 6 000 quelques dollars là, pour le financement. C'est à peu près ce que je me souviens, là. C'est pas les chiffres exacts, là, mais c'est dans ces ordres d'idées-là. Puis, chez Moisson Estrie aussi, ça a été financé à 50 fait que dans le fond, nous, pour une année, là, d'avoir quelqu'un sur place une journée semaine, ça nous a coûté environ 10 000. Puis il y avait aussi une partie au niveau du développement, en fait, du bien-être au travail, là, qui était inclus dans la santé et sécurité au travail, qui pouvait aussi être financé par Emploi Québec. Fait que, si on avait eu toutes les subventions, on avait une possibilité de 75 de couvert. Là. Fait qu'à 10 000 on a pu avoir une ressource pendant un an. Puis l'achat d'équipements et compagnie, on est à l'entour de 5 000. Donc, pour nous, ça fait quand même une belle différence pour le montant que ça a coûté. Donc, petite précision, vous l'aurez compris, les 75 % financés par le fonds EcoLeader, ça date de cet automne et ce sont des projets qui ont été réalisés avant. C'est pour ça que nos deux intervenants parlaient de 50 %. Mais maintenant, c'est rendu à 75 %. Donc, oui. C'est le temps, c'est le bon temps. Là, on lance le message, c'est le bon temps aux entreprises pour financer parce que 75 %, c'est vraiment, vraiment intéressant. Est-ce qu'il y avait des questions du côté des participants? C'est le temps, on a encore du temps. Pour l'instant, pour le chat, il n'y en a pas. Si vous pouvez cocher. OK, vas-y. Bonjour, moi, c'est Marie-Josée Duchamp, de la communauté de Pessamit. Moi, en vrai, je veux créer comme j'ai un projet d'économie sociale puis, qui serait comme en tourisme durable. Puis, je suis vraiment au tout début, là, mais j'étais intéressée par cette formation-là, parce que, cette conférence, parce que ça rejoignait mes intérêts. Puis, moi, en vrai, je me demandais si quelqu'un, parce que j'entends, eux autres, ils étaient déjà comme impliqués ou ils étaient déjà startés. Mais mettons, moi, je me starte puis je décide d'arranger pour que ma matrice inclue le développement durable puis que j'ai besoin de faire de la rénovation de bâtiments ou de mettre des panneaux solaires, par exemple. Est-ce que vous pouvez aider à ce niveau-là? Je pense que la question s'adressait à moi. Oui, Vincent. Oui, tout à fait. Le fonds EcoLeader peut financer des entreprises en démarrage et certainement pour des questions énergétiques. Là, c'est souvent aussi des projets qui permettent des importants gains environnementaux et économiques. Donc oui, il existe des experts qui peuvent prendre le temps de regarder un peu c'est quoi le projet, c'est quoi les bâtiments, quelles sont les énergies ou les systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation qui peuvent être les plus éco-énergétiques et attachés à ça, des programmes de financement aussi à l'achat et à l'implantation. Comme Guillaume le mentionnait, dans toutes les recommandations que l'expert leur avait fait, il y avait l'acquisition d'équipements. Puis souvent, quand ce sont des équipements qui ont des énergies renouvelables, comme vous parliez, qui sont vraiment intéressants pour l'environnement. Il existe toutes sortes de programmes de financement provinciaux, fédéraux, qui soutiennent l'achat aussi. Donc, oui. Et puis, on pourra prendre le temps de regarder votre projet ensemble. Oui, c'est ça. C'est-tu pré-démarrage ou vraiment c'est au stade de démarrage que là, vous pouvez embarquer? Vincent, as-tu ce détail-là?
C'est plus des entreprises en démarrage. Donc, il faut avoir au moins un plan d'affaires. Ouais. Parfait. Alors, Madame Picard, je vous invite à rentrer en contact avec Vincent. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Génial. Est-ce que, ce que je comprends aussi, on va en reparler éventuellement lors de la prochaine midi exploratoire, mais ce que je comprends aussi, c'est que le Fonds Éco-Leader peut aller financer aussi un plan de développement durable pour une organisation, un plan complet. Oui, certainement. Puis parfois, c'est ça, je pense que nos deux intervenants, ça n'a pas été leur première initiative en environnement. Moisson Estrie, Andréane en parlait et Guillaume aussi. C'était des valeurs qui étaient déjà ancrées dans l'entreprise. Parfois c'est justement un plan de développement durable qui peut amener à pousser certains enjeux plus en profondeur. La consommation énergétique, si on consomme beaucoup d'énergie, la gestion des matières résiduelles, si on génère des milliers ou des millions de kilos, là, je ne sais plus. Là. Donc, parfois, c'est quand on a envie de commencer, parfois, en effet, c'est un plan de développement durable. Dans le cas de Moisson Estrie, c'était 5 ans. Donc, c'est se projeter un petit peu dans long terme avec des objectifs environnementaux, sociaux. Ou parfois, c'est parce qu'on se rend compte qu'on a déjà des projets un petit peu plic-ploc, puis on a envie de ramener ça dans une politique ou une stratégie, où on a envie de voir si on s'améliore. Donc, et ça aussi, il y a des experts qui peuvent accompagner des entreprises dans ce genre de démarche-là. Monter un comité à l'intérieur de l'entreprise, faire des consultations, analyser les activités, se doter d'une vision aussi, où est-ce qu'on veut être dans 5 ans, avec des objectifs de réduction, tout ça. Là. Donc oui, ça c'est quelque chose qui peut être financé par le Fonds Éco-Leader aussi. Puis je pense que c'est ça, Moisson Estrie et la coop des paramédics ont ce genre de politique ou de stratégie. Je ne sais pas si c'est formalisé, là, peut-être qu'ils peuvent compléter. Pour chez nous, on a une politique de développement durable, puis dans le fond, là, pour retourner à la création, parce qu'on a un comité de 8 membres de développement durable, mais à la création du comité, on a été chapeauté par la SADC, qui nous a fait un plan d'action avec des échéanciers à respecter, ces choses-là. Finalement, étant vraiment trempé là, dans ces choses-là, avec tous certains délais d'administration, des choses comme ça, on se rend compte que les échéanciers ne sont pas toujours respectés, mais néanmoins, on s'en tient au plan d'action, puis les actions qu'on voulait faire, ben, on les met de l'avant, différents dossiers. En même temps, je veux dire, respecter certains échéanciers, c'est des actions qu'on prend à l'intérieur de l'entreprise qui ne dépendent pas sur d'autres personnes ou d'autres instances à l'extérieur de l'entreprise. Donc, à un moment donné, il y a un peu un laisser-aller à ce niveau-là, dans le sens qu'on ne s'en fait pas avec ça. Mais en tant qu'entreprise, on est sensibilisé, on a un désir de vouloir être en développement durable et de réduire notre empreinte écologique, en fait, là, dans notre milieu d'action. Bien, de notre côté aussi, dans le fond, il y a eu la création d'un comité de développement durable. Tout ce qui est politique, plan, tout ce qui est plus officiel a été réalisé par l'experte qui est venue dans nos locaux. Fait que c'est sûr que ça l'a beaucoup aidé parce que elle a mis une structure, puis nous, ben, on a la job de l'appliquer. Quand elle a quitté, je vous dirais pas qu'il y a eu, si vous mentirez, si vous disiez qu'il n'y avait pas eu une petite baisse là, au niveau de notre structure, notre engagement, notre rigueur, mais rapidement, en fait, on s'est concerté pour se demander, est-ce que c'est une priorité pour nous? Ben oui, fait OK, là, on la traite comme une priorité, comme n'importe quelle autre de nos opérations. Fait qu'on je pense que le succès de notre rigueur actuelle, c'est de toujours se prendre des rendez-vous pour la prochaine fois puis de définir nos objectifs.
Puis ensuite, on y va à petits pas, mais vraiment que cette personne-là était là pendant cette année-là, ça l'a fait en sorte qu'on a créé des habitudes. Fait après ça, une fois que c'est créé, c'est plus facile. Puis maintenant, on a juste, au niveau de la documentation, on a juste à la mettre à jour là, chaque année. On a dédié une personne pour ça spécifiquement, puis on se met des rappels dans Outlook, puis on essaie d'appliquer notre rigueur le plus possible. Est-ce que, une question avant de passer à la question du chat, au niveau du sentiment d'appartenance, au niveau, parce que vous avez la coop, dans le cas de Guillaume, nos BNL, mais c'est vraiment des membres que vous avez qui conseil d'administration, comité exécutif, l'ensemble de vos membres. Comment ils voient ça, eux autres? Comment ils sentent ça? C'est-tu un plus pour eux autres de dire, hey, nous autres, on fait partie d'un ensemble, puis on veut contribuer justement au développement durable de nos organisations, mais aussi de nos communautés. Comment qu'ils vivent dans vos organisations? Je dirais que pour la majorité, c'est quelque chose qui est bien vu. C'est quelque chose qui est... parce que, oui, on dira ce qu'on voudra. Par rapport au développement durable, puis recyclage, compost, il y a quelque chose de générationnel. Aussi, là-dedans, c'est que les plus anciens dans l'entreprise, c'est des choses qu'ils ne faisaient pas à la maison initialement. C'était des choses... C'était un défi. Mais je pense qu'on a réussi à quand même rendre ça, juste donner un exemple du recyclage qu'on ne faisait même pas avant la création du comité de développement durable. Bien, on a mis des bacs de récupération avec des affiches juste en haut ou à côté, là, peu importe, qui expliquaient vraiment qu'est-ce qui devait aller à l'intérieur de ces bacs-là. Donc, ça rendait ça plus facile. Oui, il y a eu des rappels à faire, ces choses-là. Je dirais que de manière générale, là, c'est quelque chose qui est bien vu. Puis, au point de vue du CA, notre conseil d'administration, là, c'est quelque chose que on est content d'avoir en tant que coopérative. Puis, je veux dire, en ce moment, c'est plus quelque chose c'est plus un point qu'on a besoin de débattre, le développement durable là, au sein de l'entreprise. C'est vraiment quelque chose là, qui est vraiment ancré dans nos coutumes, là, si on peut dire, de la coopérative pour l'avenir. Puis c'est ça. C'est sûr qu'il y a chez moi, ça. Oui, excusez. Non, c'est correct. C'est correct. Ça a été aussi bien accueilli. Dans le fond, comme je disais, ça faisait déjà partie un peu de notre culture d'entreprise, d'organisation, d'essayer de réutiliser au maximum. C'est juste que les raisons ont changé. Il y a quelques années, c'est parce qu'on n'avait pas aucun moyen de ne pas réutiliser parce qu'on n'était pas ouf. Mais là, on essaie de dire, OK, comment qu'on peut améliorer quand même notre condition autre que les ressources financières. Je vous dirais que le seul moment où ça l'accroche, c'est quand on fait la caractérisation puis qu'on étend les poubelles partout. Là. Ça, il faut que je fasse un petit peu plus la cheerleader. Mais sinon, c'est de voir, quand les gens y accrochent, mais d'aller voir c'est quoi. Des fois, c'est de l'incompréhension. Des fois, c'est qu'ils ne voient pas le plus-value pour eux personnellement. Fait qu'on essaie d'aller chercher, dans le fond, chaque personne, qu'est-ce qu'il pourrait retirer de ça personnellement, puis aussi de les rapporter aux besoins de l'organisation. Puis aussi, notre conseil d'administration était super content qu'on fasse cette démarche-là. Là où est-ce qu'ils ont vraiment embarqué, c'est quand on leur a dit que nous, on avait déjà un rayonnement au niveau social, bien, ça nous permettait d'avoir un rayonnement au niveau environnemental, puis peut-être aller chercher des donateurs et des subventions autres. Là, c'était dans le sac. Fait que, mais tu sais, même là, pour les gens à l'interne, ça fait voir que, OK, on fait des petites actions quotidiennes, mais ça a plus d'impact que juste mettre les choses au bon endroit. C'est d'aller au-delà de ce que ça fait là, dans le quotidien. Fait que ça a quand même bien été reçu. Mais la gestion du changement, je le répète, là, mais c'est vraiment au niveau de la structure, de la planification. Nous, de notre côté, c'est ça qui nous a beaucoup aidé. Génial. Ousmane, tu avais une question? Oui, il y avait une question dans le chat. Une question qui vient de Annie Beaulieu, ID Manicouagan. Donc, il demandait quel est le pourcentage exigé pour la mise de fonds pour l'entreprise. Est-ce que c'est 20% ou bien? C'est 25%.
25%. 25% du montant initial. OK. Merci. Madame Marie-Josée Picard. Je crois qu'il y avait Soazig Le Breton qui avait levé la main avant moi. Je vais la laisser parler avant. OK, parfait. Pas de problème. Moi, je me précipitais pas parce qu'il y a le téléphone qui sonnait en même temps, donc j'attendais que ça arrête de sonner. Oui, pour les coopératives, au BNL, autrement, je sais que c'est pas vraiment le public cible, mais j'avais compris que coopératives, à partir du moment où elles ont 40% de revenus autonomes, elles peuvent être admissibles, ou est-ce qu'on peut faire un petit bilan là-dessus pour voir quel public, le plus large public on peut toucher? Oui, dans le fond, le fonds Éco-Leader, ceux qui sont admissibles, ce sont les entreprises à but lucratif et les OBNL qui ont 40% de revenus autonomes, donc en lien avec un service qui est fourni. Donc toutes les entreprises qui sont considérées comme des entreprises d'économie sociale, ça peut être des coopératives, ça peut être ou des OBNL plus OBNL, classiques. ouais. Mais, oui. Avec 40% de revenus autonomes, c'est-à-dire de non-subvention dans le fonctionnement. Bien, merci. Madame Picard? Oui, donc, en fait, je ne sais pas si je vais être à part, là, en tout cas, parce que moi, je fusionne beaucoup dans mes idées, puis je pense aux deux personnes, là, M. Ouellette puis Mme Béliveau, là. Tu sais, vu que moi, je débute dans l'économie sociale, je suis dans un milieu autochtone, c'est pas évident, on dirait, de... Tu sais, ici, vivre en communauté, là, c'est vraiment... En 2021, ici, je trouve que c'est vraiment... On est rendu très individualiste, les réseaux sociaux, puis on dirait qu'on a comme un peu perdu l'aspect communautaire, mais ce dont pourquoi moi je voudrais lancer un projet d'économie sociale, ce serait justement aussi pour retrouver de créer un tissu social, de dynamiser la communauté. Puis ici, là, il n'y a pas vraiment grand monde qui connaît. J'en parle un peu autour de moi, là, puis le monde, ils ne savent pas, parce que je ne sais pas encore si je vais faire un OBNL ou une coop. Je suis en plein là-dedans, là. Puis des fois, j'en parle à du monde, ils disent, c'est quoi ça un OBNL? C'est quoi ça une coop? Puis, tu sais, je me demande comment est-ce que je vais arriver à faire, mettons, à faire intéresser les gens ou à faire embarquer le monde et de l'expliquer aussi simplement, c'est quoi ça une coop, puis c'est quoi un OBNL. Parce que je trouve que c'est tellement beaucoup, je trouve, le fait de lancer ce projet-là. Je trouve que ça va vraiment être du concret. Puis, comment est-ce que vous... Je ne sais pas si, M. Ouellette, est-ce que vous faites partie des cofondateurs? Pardonnez-moi, j'ai peut-être comme manqué des bouts, là, ou Mme Béliveau, est-ce que vous êtes une cofondatrice de Moisson Estrie? Non, Moisson Estrie est plus âgé que moi, donc j'étais pas présente à sa création. Okay. Mais je pense que, ben en fait, tu sais, il y a des différences entre les deux. Tu sais, je peux pas vous conseiller là-dedans, mais je pense que tu sais, ça serait peut-être d'y aller une étape à la fois, puis de voir, tu sais, au niveau de votre plan, c'est quoi que vous décidez de faire. Mais tu sais, je pense que la recherche d'information, c'est ça qui est le meilleur, mais plutôt, tu sais, oui, il y a la forme de ce que ça va prendre là, au niveau juridique là, de votre organisation, mais peut-être que de vous concentrer sur vraiment, tu sais, clarifier ce que vous avez envie de faire, puis après ça, je pense que les réponses vont peut-être venir d'elles-mêmes. Ou les notaires sont très bien placés pour vous aider dans la forme juridique. Moi non plus, je ne suis pas un membre fondateur. La coopérative des paramédics de l'Outaouais a été fondée l'année que je suis né, donc ça a mon âge, cette compagnie-là. Ben, dans le fond, c'est que si je peux décrire
qu'est-ce qu'une coopérative, dans le fond? C'est que c'est un groupe de personnes qui investissent dans une entreprise, dans quelque chose qu'ils veulent démarrer. Chaque personne, il faut qu'il mette un montant. Il faut qu'il y ait un conseil d'administration. Puis, dans le fond, à chaque année, là, tout dépend aussi c'est quoi le but de l'entreprise, mais les revenus sont divisés entre les membres. Puis, on fait des assemblées générales annuelles. Puis, avec ces revenus-là, on décide ce qu'on fait avec. C'est sûr qu'il y en a des revenus qui sont divisés entre les membres, mais il y a toujours de l'argent qui est réinvesti sur nos infrastructures. Nous, on croit beaucoup au point de vue communautaire. On veut être présent dans notre communauté. Donc, on fait des dons à différentes choses au point de vue de santé, des choses comme ça. Même en tant que membre, on a beaucoup de conditions. Je donne un exemple. On a des projets de conditionnement physique, des choses comme ça. Donc, on se redonne à nous pour se garder en santé puis assurer la santé de notre entreprise, puis avoir aussi le soutien communautaire. Donc, on redonne beaucoup à notre communauté. Mais ça, c'est justement, je vais dire, comme Mme Béliveau, c'est de faire des recherches de qu'est-ce qu'on veut vraiment. Puis, je pense qu'il y a des modèles qui peuvent mieux s'apparenter à d'autres types d'entreprises là, par rapport à ça. Donc, ça va être vraiment de décider qu'est-ce qu'on veut vraiment, puis de là, faire des recherches pour savoir vraiment comment s'aligner par rapport à la création de votre projet. Moi, si tu me permets, Adam, Oui. je travaille aussi pour le pôle d'économie sociale Côte-Nord. Juste pour Mme Picard, il y a un parcours qui est rattaché avec les pôles d'économie qui s'appelle Sismic, qui permet justement de connaître les formes juridiques, de voir avec vous, puis de vous accompagner dans votre parcours, dans votre plan d'affaires, dans votre marketing, dans le pitch de vente, au niveau du financement aussi. On peut vous aider dans ça, vous référer s'il y a des choses à des personnes de nos organisations qui peuvent donner un coup de main. Je parle de SADC, des organismes là, reconnus, et on peut répondre à vos questions. Il y a aussi, parce que tu disais que tu venais de PSAMIT, il y a tous les pôles d'économie, il y a plusieurs sismiques, ça va avec les 19 pôles d'économie, mais il y a aussi un sismique qui accompagne les communautés autochtones. Fait que soit que tu nous contactes, puis on va voir avec toi qu'est-ce que tu préfères, mais nous ici, sur la Côte-Nord, on peut accompagner justement les gens qui ont des idées de projets, d'innovation qui veulent aller dans ça. Et on peut, Synergie 138 aussi, là, on a eu plusieurs contacts avec eux autres, les organisations aussi qui veulent faire l'économie circulaire et tout ça, c'est toutes des gens, c'est toutes des organisations avec lesquelles on a des contacts puis on peut compléter. Mais pour répondre à ta question première, dans le parcours sismique, on a un atelier, on a une première rencontre qui démystifie, qui fait le partage de ce que c'est un OBNL, ce que c'est l'économie sociale et les coopératives. Puis dans le parcours, comme disaient Annie et Guillaume et même M. Carbonel, dans ce parcours-là, plus particulièrement Andréane, qui disait « Vois qu'est-ce que tu veux comme produit, qu'est-ce que tu veux faire comme organisation, comme projet, puis ça va aller d'emblée, qu'est-ce qui va être le mieux pour quand tu vas aller au niveau juridique, est-ce que tu vas être un OBNL, est-ce que tu vas être une coopérative, mais en suivant ce parcours-là, tu vas être sûr que tu réponds aussi à tous les critères au niveau des demandes de subventions, des plans d'affaires, ces choses-là. Tu ne travailleras pas pour rien. Ça va être fait pour qu'ils ne puissent pas te dire non. Ça va être, tu vas être dans le mille. Veux-tu mettre ton adresse courriel, Lénalix, dans le chat pour Mme Picard? Merci beaucoup. Oui, je m'excuse, hein, j'ouvre puis je ferme ma caméra, mais j'ai du monde en arrière qui vient tout le temps. Parfait, parfait.
Vincent, tu voulais rajouter quelque chose tantôt avant Ousmane? Oui, ben, je ne sais pas, peut-être que Ousmane va parler de la question qu'il y a dans le chat. Puis dans le fond, Ouais, je vais rebondir là-dessus. Peut-être que ouais, ouais, Mme Martin pourrait éteindre son micro. Oui. Ouais, merci. Parce que j'avais encore une question. Ben, c'est ça, la question dans le chat, c'était y a-t-il des contraintes, barrières majeures pour accéder au fonds EcoLeader? Quelle est la situation sur la Côte-Nord? Pour l'instant, il y a 12 entreprises qui ont reçu du financement sur la Côte-Nord. Je dirais qu'une des contraintes, c'est de ne pas tout le temps voir la valeur ajoutée de travailler avec un expert. Je pense que c'était un petit peu ça le but aussi de notre rencontre ce midi, c'est de voir tous les bénéfices que ça peut apporter. Une autre contrainte qui est un petit peu, je dirais, conjoncturelle, bon, il y a eu la pandémie et je dirais la question de la main-d'œuvre. C'est vrai que souvent, il faut au moins qu'il y ait des personnes dans l'entreprise à qui on donne quelques heures par semaine pour travailler sur les projets. Puis c'est justement une question que je voulais poser à Guillaume et Andréane. Il est bientôt 13 heures, peut-être encore quelques minutes. Est-ce que au niveau de la rétention de main-d'œuvre ou attraction, je ne sais pas, est-ce que vous avez quand même vu un effet là, d'avoir des projets à caractère environnemental engagés en développement durable? Est-ce qu'il y a un sentiment d'appartenance à l'organisation qui grandit? On parle de qualité de vie au travail. Est-ce que vous avez vu un effet positif sur l'aspect de la main-d'œuvre, des ressources humaines? Ben, en fait, notre équipe de personnel permanent est a quand même déjà plusieurs années. Là. On est un noyau assez tissé serré. Là où je dirais qu'il y a un avantage, plus au niveau du personnel permanent, c'est que ça le fait sortir des gens de leur quotidien pour participer à autre chose que leur tâche quotidienne. Fait que, les gens qui font partie du comité de développement durable, c'est des gens qui sont dans tous les secteurs. Fait que de cette façon-là, ça crée un autre sentiment d'appartenance. Que ce soit le développement durable ou pas, ça le fait sortir les gens là, de leur zone. Là où on a vu une différence, c'est au niveau des bénévoles. Les bénévoles qui viennent pour les premières fois, puis qui s'impliquent, puis qui voient qu'on fait des efforts en développement durable, puis que ça fait vraiment partie de notre mission, puis que c'est ce qu'on met de l'avant. Pour la très grande majorité, ça fait une différence entre s'impliquer ici et s'impliquer ailleurs. Pour notre part, pour attirer de la main-d'œuvre chez nous à la coopérative des permanents de l'Outaouais, ça a été vraiment nos avantages coop plus que le développement durable. Sauf que, justement, on vient de faire un affichage d'intérêt pour renouveler notre comité parce qu'il y a eu des départs. Puis la majorité des nouveaux membres sont des paramédics qui n'ont même pas 3 ans d'ancienneté au sein de la coopérative. Donc, je pense que à ce niveau-là, pour l'avenir, puis ces choses-là, les jeunes et les nouveaux employés, dans le fond, ont vraiment un intérêt plus grand là, que les employés qui sont déjà chez nous depuis plusieurs années. Merci. Donc, Ousmane, est-ce qu'on avait une autre question où Vincent a répondu oui? Oui, je pense que c'est fini pour bon. les questions. Donc, on a-t-il d'autres questions dans la salle, peut-être? Pour toute question en lien avec le fonds EcoLeader, la plus technique, n'hésitez pas à m'écrire sur fondsEcoLeader.ca, donc le site Internet, vous trouverez mes coordonnées. Vous trouverez plein d'idées de projets inspirants, des portraits d'entreprises leaders, un bel article justement qui parle des initiatives de nos deux invités aujourd'hui et de l'information sur le programme de financement. Donc, n'hésitez pas à me contacter par la suite. Parfait. Ben, merci beaucoup. C'est ce qui conclut notre premier midi exploratoire. On en a un deuxième qui s'en vient le 22 février. On parle de développement durable. C'est une continuité pas mal avec ce qu'on parle aujourd'hui. Hein?
Donc, on va démystifier un peu plus le développement durable, c'est quoi, avec notre ami Vincent Ousmane. On a invité M. Claude Lucier là, à se joindre à la discussion. Donc, vous pouvez visiter la page Facebook du Pôle économie sociale pour vous y inscrire. On vous enverra l'invitation également. Sur ça, ben, je remercie grandement Vincent, Guillaume, Andréane, c'était super. Je pense qu'on a quoi de génial. Puis l'enregistrement sera disponible d'ici demain là, sur la page Facebook là, du Pôle d'économie sociale et aussi probablement de l'environnement à Côte-Nord et du Fonds Éco-Leader. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, Guillaume et Andréane. C'était super intéressant. Vraiment, merci d'avoir partagé vos projets. Ça nous a fait plaisir de partager ça. Merci. Un plaisir, merci. Bonne Merci. journée, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bye. Bye bye.